qu'on va essayer de vous proposer ce soir, c'est un temps où les experts vont nous apporter de la matière. On pourra leur poser des questions. Ils vont, j'espère, pouvoir y répondre. Et dans un second temps, comme l'a dit Kevin, on va faire des petits ateliers sur des thématiques pour essayer d'imaginer des feuilles de route, essayer de tracer des propositions d'actions collectives et individuelles pour prendre en considération la situation de la ressource en eau. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est que on laisse un petit temps à chaque intervenant pour se présenter. Et je vous propose de faire court, peut-être 3 à 5 minutes maximum, si ça vous va. Vous voulez commencer, Arnaud ? Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis ravi d'être là parce que je pense que c'est ces opportunités qu'on a à un moment donné d'échanger avec vous directement, vous apporter des précisions sur ce qu'on fait, sur les difficultés auxquelles on est confronté, c'est très important. Et donc, on va essayer de vous apporter peut-être des réponses à des questions que vous avez. En tout cas, échanger avec vous, c'est primordial. Donc, moi, je m'appelle Arnaud Rostand. Je suis d'autant plus ému d'être ici que j'ai grandi à Saint-Janet. J'avais la maison de mes grands-parents, un passe sous Barry, qui était là, pas loin. Et ça me fait chaud au cœur d'être là à plusieurs titres. Et donc j'occupe actuellement donc le poste de directeur innovation, enfin directeur technique et innovation de la Régie Hauts d'Azur. La Régie Hauts d'Azur, donc c'est une structure aujourd'hui qui porte les compétences eau potable et assainissement de la métropole. Vous savez que la métropole aujourd'hui c'est une grande structure qui englobe 51 communes qui vont de Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Étienne-de-Tinée, enfin tout en haut dans les montagnes, jusqu'en passant par le moyen pays et le littoral. Donc on porte ces compétences-là, eau et assainissement. C'est une structure qui est composée d'environ 650 personnes aujourd'hui dédiées à ces compétences-là. Donc on capte l'eau là où on peut la capter. On la chemine jusqu'aux usines de production. On produit de l'eau potable, on la traite, on la produit et on l'amène jusqu'à vos robinets de façon potable, évidemment, en qualité, on en parlera tout à l'heure. Et puis après, on la collecte de nouveau une fois qu'elle est usée, on la transporte jusqu'aux stations d'épuration et puis là, on les traite. On traite ces eaux pour les restituer au milieu naturel. Donc on est engagé fondamentalement 24 heures sur 24 sur la dimension sanitaire, à la protection de votre santé, bien évidemment. Vous amenez l'eau de bonne qualité jusqu'à la maison et puis la protection de l'environnement pour restituer une eau de qualité aussi pour éviter de polluer le milieu naturel. Voilà. Et donc la direction technique et innovation, c'est une direction en plus qui est toute jeune, puisqu'elle a été créée cette année, avec 2 personnes qui sont ici présentes et que je souhaite souligner aussi pour le travail qu'elles accomplissent au quotidien. Anne-Cécile Bernard qui porte la partie transition écologique et innovation de la régie. Et évidemment Séverine Altschuler aussi qui s'occupe, et Dieu seul sait qu'on en a besoin, de toute la dimension ressources. D'accord ? Donc la ressource, c'est un vrai nom qui a fait écho cette année. On va en parler. Parce qu'elle nous a manqué à certains endroits, elle nous a fait peur et elle nous fait toujours peur. Voilà, je tiens à le dire. Tout à l'heure, on disait qu'on a eu peur cette année, mais on a toujours peur, nous, professionnels du monde de l'eau, parce que la situation n'est pas stabilisée et les niveaux continuent à baisser, mais on aura l'occasion peut-être d'en parler. Il y a un vrai sujet. Voilà. Et en tout cas, merci de nous accueillir tous et toutes. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, c'est Margot Didona. Je suis, comme vous l'avez dit en introduction, directrice d'une régie aussi, mais une toute petite régie, qui officie à l'ouest du département, en limite du département du Var, et donc qui s'appelle la Régie des eaux du canal Beltrude. Alors on est petit, mais on est plus vieux, puisqu'on a fêté nos 100 ans il y a quelques mois. Donc notre régie, elle a été créée à l'initiative du docteur Beltrude. On ne portait pas ce nom-là au départ. On est issu d'un regroupement de plusieurs communes et d'une volonté en fait de régler déjà les problèmes d'eau et d'assainissement, mais en tout cas d'eau, de ressources en eau, sur l'ouest du territoire de Grasse, qui était au départ un territoire qui était à destination, on va dire, de culture florale pour l'essentiel, et une toute petite partie où on voulait s'occuper de l'eau pour les habitants. Aujourd'hui, la proportion, elle est inversée. On a 90% de nos prélèvements en eau qui sont destinés à l'alimentation en eau potable des populations du territoire et 5 petits pourcents pour l'agriculture et les 5 autres pour l'activité économique, on va dire. Donc on a complètement inversé, on va dire, ces proportions-là. Il n'en reste pas moins qu'on intervient aussi sur tout le cycle de l'eau avec, j'allais dire, une vision et un patrimoine qui nous accompagne, qui est quand même...
voilà, important, une histoire qui nous marque les uns et les autres au quotidien. Donc en fait, je suis là aujourd'hui parce que j'ai participé, pour être honnête avec vous, à l'initiative de Fabien, participer en fait à ce même genre de discussion pour la commune de Châteauneuf-de-Grasse, qui n'est pas une commune sur laquelle j'interviens, puisqu'on voilà, on intervient sur 18 communes un peu même profil que Saint-Jeannet. Et à cette occasion-là, moi qui suis quand même favorable à échanger, discuter, communiquer, informer et transmettre l'information, on a eu des échanges avec voilà, plein d'interlocuteurs, qui soient issus de l'agriculture, qui soient issus du monde économique, ou comme on peut l'être le soir en rentrant chez nous, en fait, une population voilà, d'habitants. Et donc je trouve toujours intéressant de pouvoir participer, communiquer, transmettre ce que je sais, le peu d'informations que j'ai en ma possession. Puisque quand on a préparé la table ronde avec Kevin, on s'est rendu compte que le cœur souvent de toutes les thématiques, c'est le manque d'information et d'accès à l'information. Voilà. Moi j'ai accès à beaucoup d'informations, qu'elles soient politiques, économiques, liées à l'environnement, scientifiques, etc., etc. Et l'objectif aujourd'hui, si j'ai bien saisi, c'est d'arriver à vous transmettre voilà, ce que j'ai comme connaissance, comme information de mon secteur, et qui certainement s'applique également au secteur de Saint-Jeannet, en tout cas la commune de Saint-Jeannet. Voilà. Merci Margot. Donc moi c'est Antoine Nico. Je coordonne une association qui s'appelle Air Climat, ça veut dire Association pour l'innovation et la recherche au service du climat. Et cette association pilote un projet qui s'appelle le GREC Sud. Le GREC Sud, c'est le groupe régional d'experts sur le climat en région Sud. C'est un projet qui est inspiré directement du GIEC, en fait, qui a pour objectif de centraliser l'ensemble des connaissances sur le changement climatique sur la région, concernant la région. Donc, pour ça, on est 2 coordinateurs. Il y a Philippe Rossello qui travaille avec nous et moi-même. Et on s'appuie sur tout un réseau d'experts. Donc, c'est des experts qui travaillent sur le changement climatique en général. Donc, on a quelques climatologues, mais vraiment même pas beaucoup de climatologues. Il y a essentiellement Météo France et quelques climatologues de Paris. Mais sinon, on a des chercheurs dans quasiment toutes les disciplines, parce que le changement climatique concerne à peu près tous les secteurs de notre société et tous les écosystèmes. Donc on va avoir on a des forestiers, on a des biologistes, on a des agronomes, mais on a aussi pas mal de chercheurs en sciences humaines et sociales. On travaille aussi avec des sociologues, donc des psychologues de l'environnement. On travaille plus sur la perception des choses. Voilà, des sciences politiques, des juristes. Donc voilà, et tout ça, on le centralise dans des cahiers thématiques. Donc on en a notamment sur la ressource en eau. Donc là, on fait travailler plusieurs chercheurs qui nous écrivent des textes qu'on compile dans un document. On a sur la ressource en eau, sur la montagne, sur la mer et le littoral. Voilà, on a plusieurs cahiers qui sont en accès libre sur notre site internet. Et aussi, depuis, on a quelques commandes. On nous commande des documents qui centralisent les connaissances sur un territoire donné. Donc c'est plus des cahiers thématiques, c'est des cahiers territoriaux. Donc là, on va appréhender tous les enjeux, mais de façon très transversale au niveau d'un territoire. Donc il y a la métropole Nice-Côte d'Azur qui nous avait commandé un cahier, donc vous pouvez le trouver sur notre site, où on a travaillé avec plusieurs scientifiques pour centraliser toutes les connaissances sur le territoire. Alors en toute humilité, bien sûr, parce que ces cahiers ne sont pas parfaits, perfectibles, mais ils ont pour ambition de centraliser une grande partie de la connaissance sur tous les enjeux qui vont de toutes les problématiques énergétiques, d'îlots de chaleur, mais aussi de ressources en eau et d'agriculture, etc., etc. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là, sinon. Merci beaucoup Antoine. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, c'est une association qui regroupe des chercheurs, un peu comme le GIEC. Pour rappeler, le GIEC, c'est du bénévolat, c'est des chercheurs qui sont chercheurs à plein temps à côté, mais qui travaillent pour l'élaboration des rapports du GIEC. Donc le GREC Sud, c'est pareil, ce sont des chercheurs dans la vie de tous les jours qui choisissent de mettre du temps au service de la production de ces écrits, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, pour le GIEC, il y a l'ONU qui pilote, le GIEC est piloté par l'ONU, et c'est plein de chercheurs qui contribuent de façon bénévole à centraliser et analyser les connaissances et la remettre dans des rapports. Oui. Nous, on fait la même chose. Bon,
Air Climat, c'est pas l'ONU, mais on fait la même chose au niveau régional. Et en fait, quand on va faire un cahier, par exemple, sur la ressource en eau, ben, on va mobiliser notre réseau pour trouver tous les chercheurs qui travaillent dessus, et puis on va faire de la bibliographie, on va contacter les chercheurs, et c'est eux qui vont écrire des textes. Donc après, on les mobilise pour qu'ils écrivent ces textes, et après, on les mobilise pour intervenir de temps en temps dans des événements comme celui-là ou ailleurs. Donc voilà, oui, c'est ça. Et les chercheurs, en fait, on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment bénévoles, mais en tout cas, ils le font de façon volontaire. Ça veut dire qu'ils le font sur leur temps de travail. La difficulté, c'est que leurs institutions acceptent aussi aujourd'hui qu'il y ait un transfert vers le public des connaissances. Ça veut dire que les chercheurs, ils ont ils doivent publier leurs travaux scientifiques, et leurs institutions veulent le plus possible de publications scientifiques. Quand ils vont faire des travaux de vulgarisation vers le grand public ou de transfert des connaissances, souvent c'est moins reconnu. Donc nous, quelquefois, on a un peu de difficulté à les mobiliser dans ce sens-là. Mais bon, globalement, ça marche très bien. Je crois qu'on est à peu près aujourd'hui, on a dû mobiliser au moins 350 experts, et encore, je pense, un peu plus. Voilà, il y en a quelquefois, c'est très ponctuel. Ok, merci beaucoup. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. Je suis désolé, donc je porte un masque parce que je suis encore un peu convalescent, donc c'est pour protéger. Donc, moi, je suis bien heureux qu'il y ait la diversité des intervenants ici. Antoine va avoir un apport un peu plus systémique, alors que Arnaud et Margot sont vraiment spécialisés dans la gestion de l'eau. Et en même temps, ça touche à plein de questions qui vont rejoindre les préoccupations d'Antoine sur la biodiversité, sur l'électricité, sur tout un tas de choses, parce que dans nos bassins versants, ici, il y a aussi de la production d'électricité et beaucoup de biodiversité. Et sans doute plein d'autres thématiques. Sans plus attendre, j'aimerais qu'on rentre vraiment dans les choses qui nous ont énormément préoccupés. Cet été, quand on a vu les fontaines s'arrêter au village, quand on a vu le lac du Broc complètement à sec, quand on a vu les arrêtés préfectoraux tomber les uns après les autres, avec de nouvelles restrictions, on s'est demandé où ça allait s'arrêter et à quel moment ça allait s'arrêter de couler au robinet. Donc, concrètement, moi, la question à laquelle j'aimerais bien que vous commenciez par répondre, c'est quels sont les risques aujourd'hui, de quel stock on dispose, parce que ce que j'avais compris, c'était que le lac du Broc était directement connecté aux nappes phréatiques, donc le fait qu'il se vide, ça en dit long sur l'état des nappes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a des ressources, on est très très large, ou est-ce que vous observez une cinétique du changement qui est vraiment inquiétante? Et si oui, à quelle échéance? Et on va venir après à qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en œuvre pour prendre ça en considération. Qui est-ce qui a envie de commencer à répondre? Je fais juste une aparté parce que j'ai peut-être 100 ans d'historique. Et peut-être que toi, tu interviendras plus largement et peut-être sur le secteur de Saint-Janet que je connais moins, si ça vous va. Donc le secteur de l'Ouest de Grasse, il est alimenté par une source qui s'appelle la source de la Part, qui dépend du bassin versant de la Siagne. La Siagne, c'est un des fleuves principaux en fait, du secteur, qui alimente à la fois le Var et le département des Alpes-Maritimes. Donc la source de la Part, elle a été au départ, on va dire, exploitée par les Romains, donc on n'a rien inventé, sauf qu'ils venaient chercher l'eau à pied sur cette source. Elle est située entre Mons et Escragnole, pour vous resituer précisément. Et c'est en 1920 que le docteur Beltrude commence à vouloir exploiter cette source, qui est une source dite vauclusienne, avec effectivement un débit très très important l'hiver, qui réagit très très fortement aux pluies, et avec un impluvium, c'est-à-dire un bassin connecté à cette source qui est très très large, très très important, qui va jusqu'aux embutes de Caille. Alors, pour les habitants d'ici, ça ne parle pas forcément, mais c'est effectivement un secteur qui est immense. On a des relevés qui étaient faits à l'époque tous les jours à pied. Pour aller sur cette source, il faut marcher quand même longtemps pour y accéder. Et depuis de nombreuses années, c'est équipé, instrumenté. Donc on arrive à connaître et à suivre exactement le niveau en fait, de cette source qu'on vient capter
tel un siphon, c'est-à-dire qu'on vient récupérer gravitairement l'eau qui est dans une poche, et ensuite qui est gravitaire pendant 15 km jusqu'à Saint-Césaire-sur-Siagne, si vous connaissez. Et donc, pour répondre à la question sur quel est le niveau de dégradation par rapport à l'historique qu'on connaît, il est effectivement très important. On a des dégradations de quasiment 50% en fait, du stock disponible. Alors, c'est arrivé précédemment, c'est pas la première fois que ça arrive, on l'a déjà observé, sauf que là, et je pense que ça va être dit, c'est un cumul, c'est-à-dire qu'on cumule, on le voit nous, l'effet sur la durée, l'effet sur l'intensité de l'épisode déficitaire, cumulé à l'augmentation des températures, cumulé à l'augmentation des populations, cumulé donc à l'augmentation des besoins, et qui fait que si tout augmente et que la ressource diminue, forcément, à un moment donné, voilà, ça coince. Donc on a été amené à réduire les consommations, à couper certains robinets. Nous aussi, on a coupé les fontaines. Ça a été le premier je veux dire, geste, c'est symbolique, hein, couper les fontaines. Parce que la plupart sont en circuit fermé. Donc ça devient des fontaines qui ne sont plus potables. Mais la plupart sont en circuit fermé. Mais ça a été un geste quand même important. Donc oui, voilà, c'est ce cumul pour moi d'intensité, de durée, de fréquence cumulé aux températures et à la forte augmentation des populations qui fait que c'est particulièrement inquiétant et grave. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a eu des épisodes comme ça dans le passé, ponctuellement, mais ils n'étaient pas si rapprochés. Il n'y avait pas la même chaleur, pas la même population. Il y avait tout un faisceau d'indicateurs qui étaient beaucoup plus bas. Et là, en fait, tout concorde, tout est là et tout augmente. Et on se retrouve dans une situation qui est beaucoup plus préoccupante. Merci. Oui. Si je peux donner quelques infos. Alors effectivement, je partage complètement tout ce qui vient d'être dit. On est jusqu'à peu de temps, jusqu'à l'année dernière, on considérait que la ressource n'était pas un sujet au niveau de la métropole Nice-Côte d'Azur. Dans notre région, c'était pas un sujet. On avait une banque de stockage d'eau qui était monumentale et le stress hydrique, on ne connaîtra pas. C'était ce qu'on se disait. Là, on a pris une claque cette année, pour être franc avec vous. Hein. On a vraiment pris une claque. C'est la deuxième en 2 ans. La première, c'est la tempête Alex, où on était en première ligne aussi pour rétablir la situation et ramener de l'eau là où il n'y en avait plus. Et c'était, on va dire, une concrétisation. On touchait du doigt ce que le changement climatique, concrètement, était capable aujourd'hui de provoquer. C'était la première claque véritable. La deuxième, 2 ans après, c'était parce que le tempête Alex, c'était 3 octobre 2020. Et là, ça a duré. Effectivement, ça a duré. C'est une configuration très particulière, effectivement, puisqu'on s'est retrouvé dans une configuration où on n'a pas eu de manteau neigeux dans l'hiver 2021-2022. Donc très peu de fonte des neiges, quasiment pas. Et on a eu effectivement cette sécheresse, cette chaleur qui a duré et qui dure encore, puisqu'effectivement, c'est la première fois qu'on se retrouve à des niveaux aussi bas dans le stock de nos eaux. Alors, concernant Saint-Jeannet, c'est vrai que le sujet est moins prégnant parce que, effectivement, aujourd'hui, même si on a un gros travail, faut vous rendre compte que la Région d'Azur, c'est une structure qui est plutôt jeune, entre guillemets, qui a été créée en 2015, qui n'a cessé de croître jusqu'à cette année pour récupérer les 51 communes, qui a récupéré l'assainissement aussi cette année. Donc il a fallu qu'on ait cette phase de croissance, a nécessité qu'à chaque fois on travaille pour stabiliser la structure. Là maintenant qu'on est établi, normalement il n'y a plus de croissance. On va travailler sereinement. Donc, il y a un gros travail par les équipes de Séverine d'équipement de toutes les ressources dont on dispose. On a plus de 130 ressources à équiper sur l'ensemble du territoire. Concernant Saint-Jeannet, effectivement, il y a aujourd'hui, quand je vous dis que c'est un peu moins prégnant, c'est parce que aujourd'hui, vous êtes à Saint-Jeannet, vous êtes alimenté par 3 vecteurs, en fait, 3 sources. C'est les 3 fonds, qui sont les sources qui se situent au pied du Baou. La source Ferraud, et vous êtes alimenté aussi par le canal de la Gravière. Le canal de la Gravière étant un canal que nous n'exploitons pas, on achète de l'eau provenant de la Gravière. En tout cas pour alimenter
effectivement, c'est le Siévis. Et c'est des sources, le Végué et la Gravière, qui sont en dehors du territoire de la métropole. Mais en tout cas, cette eau vient alimenter Saint-Jeannet. On n'a pas eu, effectivement, pas trop de stress. C'est-à-dire qu'on a vu quand même une diminution de la... C'est-à-dire que les sources en elles-mêmes ne sont pas équipées. Ce qu'on mesure, c'est ce qu'on prend, nous, pour vous alimenter. Donc, mais on a vu quand même, concrètement, que le potentiel diminuait. Donc, on sera bientôt en mesure de dire exactement, de le mesurer. Mais en tout cas, le potentiel diminue, mais il reste suffisant pour alimenter Saint-Jeannet et pour éviter le stress. Ce n'est pas le cas ailleurs. Ailleurs, on a réussi à tenir la barre, hein, pour être franc avec vous. Il n'y a pas eu de manque d'eau. Voilà. Par contre, on a vu, vous l'avez vu, hein, un des effets majeurs de la sécheresse, c'est la baisse des nappes, puisque aujourd'hui, donc, on a des ressources dans l'OPI qui ont tenu. On a la Vésubie, qui est le principal fournisseur d'eau, on va dire dans le sud du territoire, puisqu'il y a le canal de la Vésubie qui prend l'eau de la Vésubie pour alimenter effectivement tout le moyen pays, rive gauche, Nice, l'est littoral, jusqu'à Monaco, puisqu'on alimente aussi Monaco avec cette eau. Et donc après, cette Vésubie vient se jeter dans le Var. Et puis, on a aussi beaucoup de champs captants qui se situent à Castagnier, qui se situent à Saint-Laurent-du-Var, qui se situent à Nice, donc je parle, qui pompent directement dans le Var. Et donc on a ce qu'on appelle des piézos, c'est-à-dire des sondes qui nous permettent de voir le niveau de nappe. Et le niveau de nappe n'a jamais autant baissé. Aujourd'hui, je crois que typiquement, j'avais une illustration, je ne sais pas si elle est celle-là, mais une courbe où vous verrez que le niveau de nappe à Castagnier, qui est un champ captant qui est important pour nous, puisque c'est un champ captant de secours, on va dire, on a baissé de 8 mètres. 8 mètres. Et effectivement, c'est ce qu'on voit. Hein. On évoquait tout à l'heure le lac du Broc. Le lac du Broc, on ne voit plus d'eau parce qu'effectivement, le lac du Broc est en équilibre avec la nappe phréatique. La nappe descendant, le lac diminue, descend aussi. Et effectivement, on a perdu. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que cette baisse continue. C'est-à-dire, à l'instant où je vous parle, ça continue de baisser. Voilà, je suis franc avec vous. On s'attendait, généralement, le mois de novembre, c'est le mois de recharge des nappes. Donc on l'attendait avec impatience. On a à peu près 650 à la régie. Je crois qu'il n'y en a pas un qui n'a pas fait la danse de la pluie pour que ça pleuve ce mois de novembre, et ça n'a pas plu. C'est important de soulever ça, parce que c'est ce que disait Margot à l'instant. Oui. L'année dernière, déjà c'était une année sèche, puisqu'au mois de mars, le lac du Broc était déjà asséché. On n'a pas attendu l'été, c'est pas l'été qu'il a asséché. Et donc, il y a quand même ce cycle naturel de l'eau qui magiquement fait remonter plus de 3 millions de mètres cubes d'eau par bassin versant, presque, je ne sais pas combien, plusieurs millions de mètres cubes d'eau par bassin versant, via la pluie et via la neige. Et donc, comme vous venez de le dire, s'il n'y a pas la pluviométrie habituelle, ici notamment c'est au mois de novembre, et l'enneigement dans les mois qui suivent, ça rajoute, comme disait Margot. Voilà. Là, on se retrouve dans une configuration où, si effectivement aujourd'hui la recharge des nappes ne se fait pas, si le manteau neigeux ne se structure pas cet hiver, on va probablement démarrer l'année 2023 pire que l'année 2022, et donc sur le stress hydrique, très probablement connaître une année 2023 pire que celle qu'on vient de connaître. Donc c'est vraiment préoccupant pour nous. C'est là que j'aimerais qu'on en vienne après, parce que justement, qu'est-ce qui nous attend ? C'est la question qu'on se pose. Cette année, ça a été rude. Qu'est-ce qui peut se passer dans les années après ? Mais est-ce que Antoine, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette question ? On a la chance d'avoir, donc, on va dézoomer sur l'aspect eau et systémique, et aussi sur l'aspect local et moins local, grâce aux compétences plus, voilà. Oui, tout à fait. À quoi on s'attend ? Si on reprend cette année, comme il y en a déjà eu, hein, on le disait, c'est que c'est une année exceptionnelle. Le problème est une année exceptionnelle. Globalement, c'est pas forcément de lien avec le changement climatique. Ce qui a du lien avec le changement climatique, c'est ce qui a été dit, c'est la récurrence de ces événements. Et c'est vraiment ce qui est inquiétant. C'est aussi la concomitance. Ça veut dire que là, on a eu la concomitance de plusieurs événements. Hein. Faible enneigement, fonte précoce, quasiment pas de pluie depuis le mois de novembre dernier, en tout cas sur l'est de la région, sur l'ouest de la région c'était ça, mais ici je pense que c'est ça aussi. Et des très fortes chaleurs sur une très très longue période. Je crois que quasiment tous les mois de l'année 2022 ont été quasiment les plus chauds jamais enregistrés. Et on arrive avec l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et même si la canicule de cet été n'a pas battu des records absolus de température dans la région, elle a battu des records de durée.
Ça a commencé début juin, fin mai, début juin, et ça a fini en septembre. Et donc ça, ces événements-là qui sont exceptionnels commencent à se reproduire. Et en fait, il y a une vraie tendance, de tous ces événements dont je viens de citer, il y a une vraie tendance à l'aggravement. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire le changement climatique. Et on va arriver jusqu'à ce qu'on dit souvent, c'est que cette année 2022, elle représente l'année normale d'ici 2050. Et peut-être même avant, parce qu'on a tendance à sous-estimer la hausse en ce moment. Donc voilà, ça serait une année normale. Et donc à partir d'une année normale, il faudra imaginer les années extrêmes. Donc voilà, il y a une tendance effectivement à ça, donc d'où l'intérêt de commencer tous ensemble, chacun avec nos compétences, à se retrouver et à réfléchir, à anticiper. Oui. Merci. Tout à l'heure, Arnaud, vous disiez, on n'a pas manqué d'eau cette année. On a pu fournir l'eau. Il y a quand même 2 communes en haut de la vallée de l'Estéron, me semble-t-il, Salagriffon et Collongue. Plus maintenant, donc il y en a de nouvelles maintenant, je sais, j'étais pas au courant, qui ont dû être approvisionnées en camion-citerne parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et c'est probablement un choc majeur pour ces populations. C'est pas du tout habituel. Moi, ça me rappelle ce qui s'est passé cet été quand j'ai vu les arrêtés préfectoraux. Moi, j'avais l'impression que les personnes ne l'entendaient pas. J'ai vu des personnes se plaindre parce que les fontaines étaient éteintes, parce que c'est la culture du village. Mais j'ai vu, par exemple, on a un car wash en bas du village, mais il tournait H24. Les gens continuaient à laver leur voiture. Alors, je sais que l'interdiction était pour les particuliers, mais je me demande, est-ce que ces arrêtés préfectoraux sont compris? Est-ce qu'il n'y a pas plus peut-être de sensibilisation, de pédagogie à faire pour que finalement les personnes s'emparent de cette problématique et comprennent le sens que ça a? Mais bon, je voudrais peut-être avant de vous proposer d'aller là-dessus, j'aimerais revenir sur cette question de la gravité sur les années qui viennent. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, il y a eu un documentaire sur BFM TV il y a quelques jours qui s'appelle « 2050, ouvrons les yeux ». Ce documentaire, dont j'ai apprécié l'approche, se passe en 2 parties. Dans la première partie, l'humanité a réussi à relever le défi du changement climatique. On est en 2050, on a réussi à limiter le réchauffement climatique à 1,7 degré. La société se porte bien, elle a énormément évolué. Dans le deuxième scénario, elle n'a pas réussi. On est en 2050, on est à plus 2,4 degrés, et je vous laisse regarder le documentaire si vous voulez savoir comment ça se passe, mais ce n'est pas très joyeux. Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier scénario, comme dans le second? En 2024, il y a eu une sécheresse et une canicule historique, 100 000 morts en France. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? Je suis désolé pour cette question, mais vraiment j'ai envie de vous amener à nous exprimer quels sont les risques. Alors moi, je vais pas vous dire qu'on va mourir là. Mais je reviens juste par rapport aux questions. Enfin, les communes que vous venez d'évoquer, elles n'étaient pas dans notre territoire, dans notre périmètre de responsabilité. C'est pour ça que voilà. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il n'y a pas eu de manque d'eau, moi je parle de la régie, du secteur de la régie. Mais par contre, effectivement, on n'est pas passé loin de la correctionnelle sur quelques communes, notamment Saint-Étienne-de-Tinée, certains hameaux là où ça a été très tendu. Bon, on avait réussi à mettre en place un plan B, mais qu'on n'a pas activé. L'Antosque, très compliqué aussi, où on a réussi à relier Belvédère à l'Antosque, non, Roquebillière à l'Antosque, pour qu'éventuellement Roquebillière n'avait pas de manque d'eau, voire de l'eau en excès. Donc on s'est dit, peut-être on pourra en ramener à l'Antosque si ça manque, mais on n'en a pas eu besoin de l'activer. Voilà. On a eu quelques cas comme ça où c'était très compliqué. On a vraiment eu peur. Sur la rive droite, très franchement, l'équilibre, il est pas simple. À Saint-Jeannet, il n'y a pas vraiment de sujet, mais Vence, ça a été compliqué, parce que les sources du canal de la Gravière diminuent, et que nous, on a essayé de compenser en pompant l'eau du bas, donc dans la nappe du Var, pour la faire remonter jusque dans le canal de la Gravière. Donc avec des consommations énergétiques. Alors c'est là où ça devient compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour compenser les phénomènes du changement climatique, on se retrouve dans des configurations qui auraient tendance à l'aggraver. C'est-à-dire qu'on va dépenser plus d'énergie et donc dégrader notre empreinte carbone, même si on a une énergie relativement décarbonée, mais
on va renforcer le phénomène quelque part pour compenser le phénomène. Donc on est dans une espèce de circuit, enfin un effet, une boucle rétroactive qui est malheureusement pas terrible. Par contre, quoi qu'il en soit, nous, effectivement, aujourd'hui, voyant ces situations se répéter plus fréquemment, voyant en intensité, donc en nombre d'événements, on s'y prépare. C'est-à-dire que ça change notre façon de penser, ça change notre façon d'investir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la régie investit plusieurs dizaines de millions d'euros par an dans le patrimoine, dans son patrimoine, et force est de constater qu'il faut qu'à un moment donné, on se prépare à affronter des événements. C'est-à-dire l'année 2023 qui nous fait peur, on l'anticipe. Aujourd'hui, on va créer des forages du côté du côté de Joseph Rébaud, du côté de Bastion, en rive gauche du Var. On va créer un forage à Carrosse qui vont nous permettre de descendre plus profond et probablement de nous retrouver dans une configuration nous permettant, même si les nappes continuent à descendre de façon très forte, au-delà de ce qu'on connaît déjà aujourd'hui, on saura y répondre techniquement et on l'espère, extraire l'eau et pouvoir alimenter. Quoi qu'il en soit, là on est dans la phase, on est dans une réaction corrective et pas préventive. C'est pour ça qu'on a une ambition à la régie, évidemment, et je pense que partout pareil, c'est de se dire il faut qu'on s'inscrive dans une dynamique de transition écologique. Et cette dynamique de transition écologique, c'est pas juste aller chercher l'eau plus profond pour la faire remonter, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Je veux dire, il y a un moment où on ne va pas continuer à descendre le plus. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à limiter nos empreintes, que ce soit carbone, que ce soit énergétique, que ce soit matériaux, que ce soit numérique et que ce soit eau. Enfin, l'empreinte eau, qui est relativement importante, il faut qu'on la diminue. Il faut que vous ayez conscience, hein, je vais vous donner 2 chiffres, mais la métropole Nice-Côte d'Azur, la moyenne sur le territoire, c'est 225 litres par habitant par jour d'eau consommée. D'accord ? Ces 225 litres, c'est déjà bien au-delà de la moyenne nationale qui est à 150. Je vous parle de l'empreinte locale. Ici, à Saint-Jeannet, vous êtes à 300. Vous consommez 300 litres par habitant et par jour. Ce ratio, après, voilà, on pourra en discuter. J'ai une slide sur laquelle vous avez la répartition un peu des usages, mais c'est une réalité. 610 000 m3 sont prélevés dans la ressource chaque année à Saint-Jeannet pour alimenter la commune. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail probablement à faire sur la notion de sobriété, c'est-à-dire diminuer les consommations et redescendre, parce que quoi qu'il en soit, sur ces 300 litres que vous consommez, on va dire que grosso modo, il n'y en a même pas 1% que vous buvez. Bon, donc il y a... Arnaud, vous vouliez terminer quelque chose ? Oui, et juste dire que l'autre acteur sur lequel on travaille, enfin l'autre facteur, il y en a 2 autres. À la sobriété, important, on pourra en discuter, le détailler. Il y a l'efficacité, ça c'est chez nous, c'est notre responsabilité. Il faut qu'on soit meilleur dans notre travail. C'est-à-dire, quand je dis meilleur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on améliore les rendements de nos réseaux et faire en sorte qu'on perde moins d'eau dans le réseau. Aujourd'hui, à Saint-Jeannet, en 5 ans, on est passé quand même de 60 à quasiment 80% de rendement. Donc ça veut dire que vous voyez qu'on travaille, on répare les fuites, on fait en sorte que vous perdiez moins d'eau, enfin qu'on perde moins d'eau. Aujourd'hui, on est à 78% exactement. À l'échelle nationale, à l'échelle nationale, c'est à peu près 80%. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 m3 sur 5 qui est perdu dans le milieu naturel entre le moment où on prélève et le moment où il arrive au robinet. Donc là, il faut que le réseau ici était particulièrement vétuste. 60%, oui, c'est pas bon. Oui. C'est pas bon. Donc, mais c'était avant. Là, on est quand même à 80%, presque 80%. Là où le Grenelle, enfin en tout cas le calcul nous dit qu'il faudrait être au-delà de 70 en fonction des caractéristiques de la commune. Donc on se contente pas de ça, on va continuer à travailler. Okay. Mais voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, sur les 610 000 m3 que vous prenez dans le milieu naturel, il y en a, sauf erreur de ma part, 450 000 qui arrivent au robinet. Donc ça veut dire qu'on en perd une bonne partie, 150 000 qui retournent dans le milieu naturel. Donc sobriété, efficacité. Et le 3e axe qui est fondamental, c'est la complémentarité d'usage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer, il faut qu'on travaille là-dessus. Quand je parle de complémentarité d'usage, c'est-à-dire que je parle notamment, en exemple, réutiliser les eaux usées traitées, c'est un sujet, aujourd'hui c'est une aberration, enfin surtout dans notre secteur à nous, enfin dans notre configuration à nous, où on a une spécificité qui est que l'eau usée traitée, l'eau usée qui est traitée, elle part en grande partie, c'est-à-dire sur 48 millions de mètres cubes par an d'eau usée qui part dans le milieu naturel, il y en a 46 qui partent en mer et 2 qui restent sur le territoire. 46 qui partent en mer, qui n'alimentent pas les bassins versants, les cours d'eau, donc qui est perdu. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer à un moment donné valoriser cette eau ? Donc là, si je ne me trompe pas, c'est aussi une question de législation,
pour le Alors, moment, il y a des projets de loi là-dessus, mais pour l'instant, on n'a pas le droit de réutiliser. Exactement. Aujourd'hui, il y a des projets de réutilisation des eaux usées traitées. Alors vous avez deux termes, hein, c'est pas, vous entendez souvent parler de reuse, qui est le terme anglais, réutilisation, ou reuse, ça c'est en français, c'est réutilisation des eaux usées traitées. Oui, aujourd'hui, vous avez plein de projets qui sont arrêtés par le barrage réglementaire, mais qui ce barrage ne demande qu'à céder. Oui. Tout le monde est prêt. Oui. D'ailleurs, c'est faisable. Après, il faut le faire de façon raisonnée. Il y a, Hein. il y a des usines de Mais il y a des retraitement, usines. qui innovent et qui... Bien sûr, et ouais. traiter l'eau, enfin, je veux dire, traiter en sortie d'épuration, rendre une eau sortie d'épuration potable, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, techniquement, on sait faire. Après, c'est énergivore, ça consomme de l'énergie, ça demande des investissements. Enfin, il faut réfléchir quand même, mais ça se fait. Et c'est comme la valorisation des eaux grises. Encore une fois, est-ce qu'on trouve ça normal aujourd'hui? Enfin, moi, ça me choque de tirer la chasse d'eau avec de l'eau potable. Oui. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça en a de moins en Il y a moins. aussi probablement des révolutions culturelles qui ne seront pas forcément faciles à faire parce que derrière, il peut y avoir des résistances. J'aimerais bien donner un petit peu la parole Oui. à Margot, si vous êtes d'accord, pour voir commencer justement dans ce bassin versant-là, où il y a eu des villes qui ont été en pénurie d'eau. Mais merci beaucoup Arnaud, parce que je vois ça comme... Enfin, j'ai été surpris d'entendre finalement le travail de l'ombre qu'a fait la régie, de préparer des ponts pour si jamais il y avait un problème à tel endroit et d'imaginer des liens pour faire des... Et en fait, ça, on ne le voit pas. Ça, on ne le sait pas. Donc, on ne sait pas à quel point le système devient fragile. Et donc, on peut considérer que tout va bien et continuer à fonctionner comme on a toujours fonctionné. Pour autant, ce que j'entends, c'est qu'il y a une réelle dégradation du système dans son ensemble et que ce à quoi vous appelez, c'est vraiment un changement de comportement, de consommation et voire de paradigme, parce qu'on parle de culture, on parle de façon de consommer l'électricité, vous avez parlé d'empreinte carbone, d'empreinte eau, d'empreinte énergétique. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont peut-être être amenées à changer. Merci. Margot, peut-être? Je ne sais plus quelle était la question de départ quand même. Hein. Je m'en rappelle bien. Alors, sans aller jusqu'à 100 000 morts, je suis persuadée qu'on va arriver à un moment donné à se rendre compte que, associé à la canicule, l'augmentation des températures, le manque d'eau va avoir un effet clair sur la santé. Que ce soit d'un point de vue sanitaire, parce qu'il faut bien se rendre compte que le premier signal d'un manque d'eau, c'est pas le manque d'eau, c'est la qualité. Quand vous avez une ressource qui commence à diminuer, elle commence à être plus turbide, elle emporte plus de matière en suspension, elle est plus concentrée en fait en métabolites, en tout. Et donc le premier signal que nous on relève lié à la diminution en fait des ressources, quelle qu'elle soit, quel que soit le type, le premier signal c'est la qualité d'eau qui se dégrade. Donc toutes ces communes qui ont été touchées, Salagriffon, Mujoul, Collonges, ça c'est effectivement un syndicat du Barlet. On a eu également de notre côté Garces, Amira, Escragnol. Voilà. Et à chaque fois c'est, je sais pas, je voulais te demander Kevin peut-être d'afficher la carte où on voit à l'échelle du département la localisation de toutes les ressources et points de prélèvement. Donc c'est une, voilà. Bon, tant pis. Où il y a un point qui est quand même important, c'est de faire la différence entre toutes ces communes, ce que j'appelle le haut pays, les communes du moyen pays et le littoral, où effectivement la question de la reuse, de la reute, elle est pertinente et elle est à l'étude sur les communes du littoral. C'est pas du tout le sujet sur les communes du moyen pays ou du haut pays, on n'a pas la mer. Donc on ne se pose pas la question. Quelquefois, les rejets d'eau usée, ils alimentent même, ils sont soutien d'étiage, c'est-à-dire qu'ils soutiennent le débit des cours d'eau, qui sont complètement à sec. Et donc, c'est pas d'actualité. Sur les communes du haut pays qui sont concernées, là, Salagriffon, Collonges, Mujoul, Amira, Garces, Escragnol, toutes ces petites communes-là, il faut bien se figurer l'organisation, c'est que chaque petite source a été captée, et que souvent, sur un petit village, vous avez une multitude de petites ressources, avec chaque fois un hameau. Donc on a développé le hameau parce qu'il y avait de l'eau. Ça, c'est l'origine de tout. Hein. Donc ça, c'est cette configuration-là. Sauf que la moindre défaillance, la moindre diminution de débit, la moindre tension sur la qualité d'eau fait que si cette source n'est pas exploitée et qu'elle n'a pas été maillée avec ses copines d'à côté, et qui souvent sur des petites communes sous-entend des linéaires qui sont extrêmement
importants à travers la montagne, des dénivelés à franchir, etc., etc. Là, on arrive sur des tensions très très rapidement, et les premières communes qui sont touchées, c'est finalement les communes où il y a de l'eau, parce que souvent c'est de là que vient l'eau. En fait, on parlait d'Aiglun, j'ai assisté mardi au Copil de l'Estéron, on parlait d'Aiglun, c'est une commune sur laquelle il y a énormément d'eau. Ce sont des ressources qu'on vient capter pour alimenter les communes du bas. Et ensuite vient s'ajouter à ça une notion de démographie. C'est-à-dire que toutes ces communes du haut pays, elles sont complètement dépeuplées, il y a moins de monde, les gens sont très économes en eau, souvent, parce qu'ils ont la notion de la rareté de l'eau, ils ont cette notion, l'eau leur coule aux pieds. Et moi je le vois vraiment au quotidien. On était historiquement sur le secteur vraiment moyen pays, Péménade, Saint-Césaire, Spéracède, Le Tigné, etc. Et on a intégré depuis 2-3 ans ces communes du haut pays qui sont des communes rurales. Moi j'ai grandi dans le secteur et j'allais à Beuil-Valberg depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Et je le sais, qu'on a la notion, et j'ai grandi avec ça, et on a cette notion de la rareté de l'eau, de l'économie d'eau. Et les chiffres le montrent, toutes ces communes du haut pays, on est sur des consommations, alors moi j'ai des ratios qui ne sont pas les mêmes que toi, des ratios à l'année, un foyer de 2-3 personnes consomme sur le haut pays entre 40 et 50 mètres cubes par an, là où sur le secteur moyen pays, on est sur des consommations qui sont à 200-250 mètres cubes par an. Donc vous voyez le ratio, quoi. On passe d'un habitant par foyer. Parce que ce qui est pertinent, c'est que nous, on va mesurer un compteur d'eau. Il mesure l'alimentation en eau de la maison. D'accord. C'est pas ramené. Et en moyenne, vous avez entre 2,3 et 2,5 habitants par foyer, par maison. D'accord ? Donc, un habitant du haut pays, ce que j'appelle du haut pays, sur une maison individuelle, il va consommer entre 40 et 60 mètres cubes sur l'année. C'est-à-dire, pardon, mais 3 fois moins que la moyenne nationale. Voilà. Là où on dit que c'est entre 120, maintenant c'est plus proche de 130, mais entre 120 et 130 mètres cubes par an, c'est la moyenne nationale, par foyer. Ouais. Et ensuite, on dit aussi par abonné. Mais un abonné, c'est un compteur. Oui. Un compteur, c'est une maison. Un maison, c'est entre 2 et 3 personnes, donc 4, voilà. Là où sur le secteur moyen pays, Saint-Césaire-Péménade, où il y a de l'espace, où il y a des pelouses, où il y a des piscines, où il y a de l'activité touristique, où il y a des maisons secondaires, il y a des maisons qui sont louées, etc., etc., on est autour de 250 mètres cubes par an. Voilà, c'est proche un peu de ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. C'est ça, voilà. Mais, En montagne, on est à 50 litres par habitant par jour. Dans des communes en montagne, 50-60, ça c'est le minimum. C'est plutôt effectivement dans le pays. Et on monte jusqu'à 2000. Ouais, donc ça c'est exceptionnel, voilà, bien sûr. Mais... Et il y a des communes dans l'est littoral qui. Ouais. Et voilà, et c'est donc la sensation pour la moyenne est à 225. Donc c'est vrai qu'il faut aussi se figurer, moi ça m'a toujours marqué, c'est qu'il y a vraiment de la diversité. C'est-à-dire que moi je suis certaine que les premiers qui vont être touchés par cette sécheresse, c'est les gens qui effectivement habitent sur le haut pays. Si on ne déploie pas ces interconnexions, si on n'investit pas sur le fait de mailler le village de Amira avec Gare, si on ne maille pas, et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça crée, c'est le bon côté quand même, c'est que ça crée énormément de solidarité. De lien et de solidarité. Moi je ne me suis jamais autant, alors que je suis dedans depuis des années, je ne me suis jamais autant intéressée au problème du voisin, de comment ça se passe chez lui, à Fayence, qui sont les Varois. Moi, je suis varoise d'origine. Non, mais c'est vrai, on a même passé la limite du département. C'est quand même vous dire. On va loin. Pour des Grassois, c'est pas rien quand même. Donc, ça crée quand même énormément de solidarité. C'est quand même le bon point. Après, pour répondre à votre question, est-ce qu'on a conscience que c'est là devant nous, que ça y est en fait, que c'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est déjà le cas. Et quid de ces arrêtés préfectoraux qu'on a vu passer, qui font 15-20 pages, alors lui en alerte, l'autre en crise, l'autre en alerte renforcée, l'autre en vigilance, enfin c'est un truc, honnêtement, on s'y perd quoi. Même nous, on s'y perd, on a la tête dedans du matin même au soir. pour vous, il n'y a pas de clarté sur les tenants, les aboutissants de ces Notre arrêtés travail, ça a préfectoraux. été de rendre ça clair, compréhensible. J'ai jamais autant fait travailler la communication sur
Oui. Rendez-moi ça clair et, Oui. et simple et nous, efficace. nous, on quoi. recevait Voilà. des mails de la régie Haut d'Azur avec une sorte d'infographie avec quelques Des chiffres. pictos, ça c'est bon, ça Voilà. c'est pas bon, Ouais. ça c'est interdit, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Mm. L'inconvénient, c'est que, et je pense que c'est en train d'être conscientisé au niveau des services de l'État, parce que c'est le préfet qui a la main là-dessus, en fait. Ils nous réunissent tous dans une grande salle en disant alors quelle est la situation, c'est grave, c'est pas grave. Oui, oui, c'est très très grave, c'est très très grave. Bon, alors toi c'est grave, mais toi c'est moyennement grave quand même. Enfin, moi je sortais de là à chaque fois en me disant mais sortez le drapeau rouge direct quoi, Oui. dès le mois d'avril. Sortez le drapeau rouge direct, on y va quoi, on y va direct. Et il y a vraiment une réalité économique là derrière, hein. C'est clair, hein. Il y a des C'est-à-dire réalités économiques fortes. Service d'eau, on est rémunéré par la vente d'eau. D'accord. Enfin, rien que ce principe-là, vous vous dites, mais vous appelez, moi j'ai un problème de conscience à chaque fois, hein. On appelle à réduire les consos, on sait que derrière ça va nous mettre dans des difficultés Ça va baisser économiques. votre chiffre d'affaires. Mais c'est, à un moment donné, on est... C'est schizophrénique à ce moment-là. Non mais vraiment, hein, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'on dit, on a les ressources et on se dit ouais ça va être la cata. Vraiment, mais alors, faut comment ça réduire pourrait les être, robinets. Margot, il faudrait que ce soit un service public payé non pas pour vendre de l'eau, mais pour pérenniser les réseaux, pour rendre ce service à l'ensemble de la population. Eh ben, moi,